Quand on parle du taureau en astrologie, j'ai remarqué quelque chose assez intéressant. Très souvent, les gens résument ce signe à la nourriture, le confort, l'argent, le luxe, la paresse parfois, ou encore le matérialisme. Et très sincèrement, je pense que le taureau est probablement un des signes les plus mal compris du zodiaque, parce qu'à force de le réduire à quelques clichés, en fait, les gens ont fini par oublier ce qu'il symbolise réellement. Je pense que le premier problème vient du mot matérialiste. Dès qu'on dit que le taureau est un signe matérialiste, beaucoup de gens le prennent comme une critique morale. Les gens brandissent leurs épées et tout, comme si en fait on sous-entendait que ça veut dire que les taureaux sont superficiels, cupides, obsédés par l'argent, vides spirituellement, etc. Alors que finalement, en astrologie symbolique, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, du moins dans la tradition astrologique, qui est la base de toutes les astrologies que les gens pratiquent aujourd'hui. Et je l'ai déjà expliqué à plein de reprises sur cette chaîne, dans les contenus sur les positions planétaires en taureau. D'ailleurs, vous avez une playlist dédiée au taureau qui sera en description. J'ai déjà fait le soleil, la lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne en taureau. Et voilà, je me suis pris plein de réflexions au fil des années sur le fait que je disais que le taureau est un signe matérialiste. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais préciser quelque chose d'important parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent astrologie symbolique et description psychologique immédiate parce que c'est comme ça que l'essentiel des vulgarisateurs de l'astrologie vous transmettent la discipline. Mais dans cette vidéo, quand je dis par exemple taureau, je ne parle pas des gens qui sont taureaux, donc les soleils en taureau, je ne parle pas des natifs, naturellement, je ne parle pas des lunes en taureau, je ne parle pas des ascendants taureaux, ni de votre personnalité individuelle parce que je ne vous connais pas. Voilà. Je parle du signe du taureau lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il symbolise dans l'articulation du zodiaque. Donc, je parle du symbole, de sa logique, de sa fonction dans le zodiaque, parce que avant d'être une description psychologique, un signe correspond à une fonction et ce qu'il représente dans l'astrologie traditionnelle, qui, je le rappelle, je ne le cesserai jamais de le rappeler, est la base fondamentale de toutes les astrologies que vous étudiez et que vous valorisez aujourd'hui. Et aussi le symbolisme astrologique. Voilà. C'est vraiment la base de toutes les écoles dites modernes, progressistes, etc. C'est la base. Et c'est ce que je pratique. Parce qu'un signe astrologique n'appartient à personne. Ça ne vous appartient pas à vous, ni à votre cousine qui est taureau, ni à votre ex qui vous a fait du mal qui est taureau. Le taureau, ce n'est pas les taureaux. Le taureau, c'est un principe symbolique avant toute autre chose. Et c'est extrêmement important à comprendre si on veut, en tout cas c'est ce que je fais ici, sortir de l'astrologie réduite à ce signe est gentil, ce signe est toxique, ce signe aime l'argent, ce signe aime manger. Vous savez que ce n'est pas ce que je fais ici. Il m'est arrivé dans le passé, effectivement, de faire des raccourcis parce que je n'avais pas de dimension à enseigner quoi que ce soit. C'était pas mon métier. Et aussi, c'est ce que vous aimez, c'est ce à quoi vous répondez, et on est là pour se faire voir en tant que créateur de contenu sur YouTube, c'est la réalité. Voilà, mais moi, je ne le fais plus et je ne vais pas juger les gens dans tout ce que je vais dire qui va suivre. Je vous explique ici ce que représente le symbole astrologique du taureau. Et quand je vais faire la transition pour parler des positions astrales qui ne vous appartiennent toujours pas, là, je vous le dirai, vous serez informés. Bon. Quand je dis que le taureau est lié à la matérialité, ça ne veut pas dire qu'il est superficiel, qu'il est cupide ou qu'il est mauvais. Pour moi, ça veut dire que le taureau est lié à la matière, au monde concret, à ce qui prend forme, à ce qui est tangible, à ce qui est stable, à ce qui est perceptible et à ce qui est incarné. Et cette nuance, normalement, change tout. Quand on parle de matérialité dans le taureau, on parle d'abord de matière, de ce qui se touche, de ce qui se ressent, de ce qui se sent. Donc ce qui est stable aussi, ce qui est tangible, ce qui est perceptible aussi par les sens et ce qui est durable. Et donc le taureau représente tout ce qui prend forme dans le monde qui nous entoure. Et ça, c'est très différent. Le bélier, qui est le premier signe qui vient juste avant lui, dans le zodiaque, représente l'impulsion, le jaillissement et le commencement. Mais une impulsion seule ne construit rien.
Le taureau arrive juste après en tant que deuxième signe et lui construit. Il stabilise, il donne une forme et il transforme une énergie en quelque chose de réel. Par exemple, une maison, un corps, une richesse, une civilisation, une terre cultivée, une monnaie, une structure et une œuvre. Et donc le taureau, de ce fait-là, du coup, est lié à tout ce qui dure dans le temps. Et je crois que c'est là que beaucoup de gens comprennent enfin pourquoi, enfin du moins j'espère, ce signe est associé à l'argent. C'est pas parce que les taureaux aiment être riches, c'est parce que le symbole du taureau, dans nos sociétés modernes, finalement, dans nos sociétés modernes, finalement, le symbole du taureau représente l'argent et l'argent est devenu un outil principal de la stabilisation matérielle. L'argent, comme vous le savez, parce que vous en servez tous les jours, permet de manger, de construire, de posséder, de conserver, de protéger et de transmettre. Et d'échanger aussi. Donc symboliquement, le lien est logique entre le taureau et l'argent. Le taureau n'est pas le signe des billets, simplement parce que les billets sont une monnaie récente. Or, le principe de monnaie existe depuis la nuit des temps. Et puis, ce n'est pas une monnaie universelle, les billets. Il y a encore plein d'endroits dans le monde où ce n'est pas ce qui est prioritaire en tant que monnaie d'échange. Mais le taureau, comprenez bien que c'est le signe de la valeur concrète. J'ai vu énormément de personnes essayer d'expliquer le signe du taureau, plutôt le symbolisme du taureau, parce que c'est souvent la question que les gens posent. Et malheureusement, les gens sont, les gens sont réduits à entendre des phrases comme les taureaux aiment le confort, les taureaux aiment manger, les taureaux aiment le luxe, les taureaux sont lents, les taureaux sont têtus. Et même si ces phrases partent parfois finalement d'une observation peut-être réelle, elle reste très superficielle. Parce que ces phrases sont superficielles car bien souvent elles sont prononcées finalement par des gens qui décrivent des comportements plus ou moins valorisants et donc sont persuadés de faire de l'astrologie. Et sans jamais vraiment comprendre en fait les principes qui mènent à ces comportements. Parce que c'est ça l'astrologie. Ces personnes-là, elles décrivent des comportements sans comprendre ce qui se cache derrière, ce qui a fondé ces analogies, on peut dire. Et donc la plupart des gens savent juste valider ou contester, surtout quand ça ne leur convient pas, quand ça ne flatte pas leur ego, ce qui est dit sur le taureau ou n'importe quel signe, sans aucune connaissance sur l'origine de ce dont ils parlent. Par exemple, la plupart des gens ne savent pas m'expliquer pourquoi le taureau est associé à la nourriture en astrologie. Ce n'est pas juste parce qu'il aime manger et que c'est un petit glouton gourmand, les taureaux. Mais c'est parce que le signe du taureau, ou plutôt la nourriture, représente la subsistance, le maintien de la vie, la continuité du corps, finalement la capacité à nourrir et à préserver l'existence. Et donc, j'espère que là on a quitté le cliché, parce que le sujet devient la conservation du vivant. La même chose s'applique à l'association au confort. Le confort, ce n'est pas juste un caprice esthétique en fait. Le confort représente la stabilité du corps, la sécurité, l'absence de menaces immédiates et la possibilité de s'enraciner quelque part dans la durée. Et c'est ce que cherche instinctivement le taureau. Des ressources stables, des relations stables, un environnement stable et des rythmes stables. Parce que le signe construit dans la durée, pas dans l'excitation. Pas forcément avec les petits papillons dans le ventre, etc. Mais dans la continuité. Et ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve énormément, par exemple, dans le domicile de son maître, Vénus, en taureau. Et là, je bascule pour parler de Vénus en taureau. Et ce n'est toujours pas vous. En fait, les gens comprennent Vénus en taureau en moitié. Parce qu'ils déjà ne comprennent pas Vénus la plupart du temps et ils ne comprennent pas le taureau. La plupart des gens se contentent de dire « Ouais, le taureau aime le confort, la beauté et les plaisirs. » Ils ne savent même pas définir ce que c'est. Oui, mais vous croyez vraiment que la tradition astrologique s'est arrêtée à ça?
Une planète, finalement, à domicile, comme les Vénus en taureau, ça veut simplement dire qu'elle agit naturellement. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure qu'une autre, parce qu'on vous voit faire les hiérarchies là sur Internet. Moi, j'ai une meilleure Vénus que toi, etc. Il y en a plein des conversations comme ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement que quand une planète est à domicile, ces principes s'appliquent naturellement, sans trop, sans trop d'écart, sans trop être heurté comment dire ça? Ouais, sans trop être contredite, en fait. Ça va de soi. Et ça, souvent, surtout quand c'est des choses qui sont bénéfiques, les gens les remarquent à peine. Parce que nos cerveaux d'humains, malheureusement, sont concentrés que c'est les trucs qui ne vont pas. Comme moi, là, quand je lis vos commentaires, je ne retiens pas les commentaires des gens qui sont censés en astrologie. Je retiens que les commentaires avec des absurdités. Et ça me fait rire, d'ailleurs. Bon. Et donc, Vénus en taureau, c'est une Vénus qui agit sans tension. Vénus en taureau, ce n'est pas le luxe pour flex sur Insta. C'est vraiment l'image symbolique de savoir recevoir la vie, savoir habiter la matière, savoir sentir la qualité, créer une cohérence sensorielle. Et donc le taureau vénusien cherche une nourriture stable, un rythme stable, des liens stables et un plaisir qui est durable. Et le taureau, comme symbole, n'a vocation qu'à graviter vers l'intensité finalement émotionnelle, ou plutôt n'a pas, qu'est-ce que je raconte? N'a pas vocation à graviter vers l'intensité émotionnelle comme le signe du Scorpion, qui est d'ailleurs son signe opposé. Le taureau, lui, cherche quelque chose qui se tienne. Et honnêtement, et là, encore une fois, je bascule pour parler des personnes vénusiennes, le soleil, l'ascendant et la lune. Il y a beaucoup de gens qui ont ces positions astrales-là, ce que vous appelez placement sur Internet, qui n'est pas un terme astrologique. Souvent, ces gens-là, ils préfèrent un fauteuil confortable à un drame passionnel. Genre, vous savez, les trucs qu'on voit dans Netflix avec les gens qui se tirent dessus, ton ex qui revient 4 fois et tout, qui te fait un gamin, puis il repart, il se marie avec ta sœur. Les taureaux, ils sont pas dans ça. Il préfère s'acheter un canapé 10 fois plutôt que de vivre ça. Mais il va regarder peut-être. Il va trouver ça marrant, mais il va pas vouloir le vivre dans sa vie. Vous voyez? Parce que dans la tradition, Vénus en taureau est liée aux fruits, par exemple. Elle est liée à l'abondance, aux acquisitions. Acquérir ne veut pas toujours dire conserver, mais en tout cas on peut acquérir. Et ça, c'est un autre sujet. Aux objets précieux, au magnétisme. On n'attire pas toujours les bonnes choses, mais en tout cas, on attire. Au terroir, au plaisir simple. Une bonne salade de choux verts. Ah ouais, je sais, je vous adorais ça. Super bon. Ou à la richesse fertile, finalement. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire que les taureaux aiment le luxe. Parce que même les luxes qui sont profondément taureaux, il y a beaucoup de gens qui les supportent pas. Les fruits, plutôt les légumes très verts, là, souvent amers. Il y en a plein, vous ne supportez pas ça. Hein. Mais c'est d'une richesse immense pour votre corps. Je referme la parenthèse. Parce qu'avec le taureau vénusien, finalement, on parle d'un rapport sensoriel et stable au monde vivant. Et il y a probablement un point encore plus profond dans ce signe, c'est par exemple la position de la lune qui est exaltée dans le signe du taureau. Et là, on rentre dans une dimension qui pour moi est presque sacrée d'un point de vue symbolique, parce que dans la tradition occidentale, l'exaltation, ce n'est pas juste une planète forte, encore une fois, ce n'est pas moral. C'est une fonction subtile ou presque, je dirais même spirituelle, parce qu'il s'agit finalement de la lune qui est en analogie avec les principes plutôt féminins et les femmes. Et donc, naturellement, on a une dimension beaucoup plus profonde. Donc, la lune en taureau, ce n'est pas juste, par exemple, une lune émotionnelle ou émotive. La lune en taureau, finalement, dans son symbole, je ne parle toujours pas des gens qui ont la lune en taureau, devient la capacité à nourrir la vie. Et donc, la lune gravitant dans le signe du taureau devient alors l'image de la mère,
d'une terre fertile, de la sécurité, le refuge, de la nourriture évidemment, et la continuité du vivant. Et c'est pourquoi ce signe est associé par exemple au lait ou au laitage en général, aux réserves et aux réservoirs de nourriture, à la cuisine, au bien-être et à l'abondance naturelle. Et surtout, quand on est, cette fois-ci là je parle peut-être des personnes, on est en présence de quelqu'un qui incarne l'image de la lune en taureau, bah ça calme, ça ralentit le chaos émotionnel. C'est une émotion finalement qu'on ressent, ou plutôt une présence qu'on ressent qui devient stable, qui est presque chaude, incarnée, vivante. Et les taureaux lunaires ne veulent pas simplement aimer les gens. Les taureaux lunaires, pour moi, ils veulent rassurer physiquement, ils veulent nourrir, ils veulent te couvrir et ils veulent te faire sentir finalement que le monde ne va pas s'écrouler demain. Malgré tout le chaos que tu peux vivre dans ta vie. Et c'est pour moi probablement pour ça en fait que beaucoup de positions planétaires en taureau donnent une présence apaisante sans même parler. Parce que le corps d'une personne ascendante taureau parle avant les mots. Et je sais de quoi je parle puisque je suis ascendant taureau. Et je fais cet effet-là à beaucoup de gens. Et je peux vous dire qu'en tant qu'ascendant taureau, et en ayant étudié les thèmes similaires, que quand le corps d'un ascendant taureau ne valide pas quelque chose, ça ne passera pas. En fouillant sur Internet, j'ai vu une image que je trouve extrêmement juste pour parler du taureau. Quelqu'un comparait le symbolisme du taureau à un arbre. Un arbre qui passe énormément de temps à développer ses racines avant de faire pousser ses branches. Et franchement, je pense que c'est exactement ça. Le taureau ne représente pas juste un principe qui peut-être tend à grandir un peu vite. C'est un principe qui veut tenir, qui veut durer, qui veut résister, s'enraciner profondément. Construire quelque chose qui ne s'effondre pas finalement au premier choc ou au premier heurt. Et pour moi, ça explique énormément de choses. Et là, on bascule vers les traits de caractère, par exemple, une certaine lenteur apparente, la prudence, le refus du gaspillage, le besoin de sécurité et la résistance au changement. Parce que le taureau ne fonctionne pas dans l'impulsion immédiate, il fonctionne dans la consolidation. Et ça explique aussi pour moi pourquoi ce signe peut devenir extrêmement têtu. Parce qu'un signe fixe, finalement, protège ce qu'il considère comme stable ou valable. Le problème du taureau, la plupart du temps, ce n'est pas tellement de s'attacher au matériel, c'est parfois la rigidification. Et ça, c'est quand, finalement, le taureau n'est pas, on va dire, représenté, ou plutôt, les planètes ne gravitent pas. Comment dire ça? Les planètes dans lesquelles gravite le signe du taureau, finalement, n'épousent pas bien les principes du signe, je pense. C'est plutôt ça que je veux dire. Et donc là, on arrive à la rigidification. Quand quelque chose fonctionne, les taureaux, ils aiment conserver. Et parfois, même quand le monde change autour d'eux, ils refusent de changer, en fait. Et c'est pour ça que son signe opposé, le scorpion, lui, fait face au zodiaque. Parce que là où le taureau va construire, le scorpion va transformer. Là où le taureau va stabiliser, le scorpion détruit ce qui est devenu figé. Là où le taureau veut préserver, le scorpion oblige finalement à changer. Et honnêtement, on peut pas comprendre le taureau sans comprendre finalement cette opposition. Parce qu'en réalité, le taureau essaye constamment d'empêcher l'effondrement. Et c'est là qu'on retrouve encore d'autres traits de caractère. Vous avez vu tout le cheminement qu'on a fait avant de parler du caractère. Parce qu'il y a plein d'étapes avant d'avoir des comportements. Et c'est ça la vraie astrologie. C'est toutes les choses. Comprendre d'abord la dimension d'un plan de vue symbolique macro, toutes les étapes qu'il y a entre celle-là et la psychologie. Parce que l'astrologie traditionnelle, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne rejette pas la psychologie.
Il y a d'ailleurs même le principe de la psychologie traditionnelle, qui est la mère même de la psychologie. Je vous invite à faire vos recherches sur l'origine de la psychologie. Vous allez voir que ce que je vous dis, ça n'a rien de fou. Mais avant d'arriver au comportement, il y a plein d'étapes. Et donc là, par exemple, je vais vous dire, par exemple, le fait que le taureau a du mal à se détacher, bah c'est là que ça peut mener finalement la peur de perdre, la peur du manque, la possession, la difficulté à lâcher, l'attachement aux habitudes, ou encore l'obsession de sécurité matérielle. Là, je parle toujours de la lune en taureau, hein. Et quand le taureau est équilibré, bah il construit. Quand il est déséquilibré, il s'accroche. Et donc, j'espère que vous voyez la différence. Et si je peux parler d'une autre position astrale en taureau, qui devient encore plus intéressante, bah c'est Mars en taureau. Et souvent, je vois beaucoup de contresens populaires où les gens pensent que finalement, Mars en taureau, qui est donc un Mars en détriment quand on suit les dignités planétaires, c'est un Mars qui est faible. Sauf que c'est pas ce que dit la tradition, en fait. Au contraire, l'exil oblige, cette fois-ci, une planète à négocier avec le réel. Donc, par définition, un Mars en taureau mène vers une action qui, par nature, n'est pas impulsive, comme finalement l'action l'est quand elle est incarnée dans son signe le bélier. Je parle de Mars. Et donc Mars en taureau, j'ai déjà fait un épisode récent dessus d'ailleurs, c'est une action qui doit ralentir, calculer, accumuler ou contenir. Et le résultat de tout ça finalement produit une force énorme, mais qui souvent est comprimée. C'est comme un tracteur en fait, comme le moteur diesel, comme le taureau littéralement dans l'arène, qui finalement paraît immobile jusqu'au moment où il charge. Et encore une fois, ça va expliquer d'autres traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes marquées par le signe du taureau. La ténacité, l'endurance, la rancune parfois, la jalousie, la colère lente et l'obstination physique. Et donc Mars en taureau, ce n'est pas l'expression d'une énergie finalement qu'on dépense sans utilité. Mais quand la position astrale de Mars en taureau se fixe sur quelque chose, c'est littéralement infernal à arrêter. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Là, je parle juste de l'expression de la dignité. Faut l'avoir dans un thème. Parce qu'avoir la même position astrale qu'une personne, ça ne veut pas dire que vous avez littéralement la même position, en fait. Parce qu'il y a plein d'autres variantes. Mais bon, je pense que déjà, je vous ai expliqué un peu pourquoi est-ce qu'on sous-estime beaucoup ce signe. Parce qu'il paraît calme, mais un signe fixe, par principe, c'est un signe qui accumule énormément. Et la particularité des taureaux, plutôt les personnes qui incarneraient Mars en taureau dans leur expression symbolique, c'est que ces personnes-là peuvent supporter longtemps, elles peuvent encaisser, elles peuvent contenir, et puis un jour ça explose en fait. Et ça explose pas comme la colère, on peut dire, d'un bélier, parce que ça n'a rien de spectaculaire a priori. Parce que la colère du taureau, elle est souvent lente, elle est souvent comprimée, elle est souvent cachée, on pourrait dire souterraine, comme une plaque tectonique en fait. Et dans la tradition, le taureau est d'ailleurs associé, contrairement à ce que vous pensez, aux querelles, aux tensions accumulées, à la bagarre, oui, et à la colère soutenue. Vous allez voir chez les grands lutteurs, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir beaucoup de taureaux, ascendants, vénusiens, etc. Cherchez. Là, je parle que des gens qui luttent comme profession. Hein. Je parle pas des gens qui font des bastons dans les roues parce que eux, j'ai pas leur thème. Mais voilà. Je pense qu'on doit pas être très différent. Ça doit pas être très différent. Les gens qui aiment se bagarrer, là, il y a souvent beaucoup de taureaux. Et c'est pas un cliché. C'est parce que dans la tradition, c'est ce à quoi c'est associé. Et il y a une explication derrière, mais j'ai pas le temps de vous la donner ici. Finalement, l'action martienne, avec Mars en taureau, agit sous pression. Ça produit souvent des personnes extrêmement résistantes dans la durée, des personnes qui ne s'usent pas.
Et on peut encore parler d'une autre position astrale du taureau, hein, Pluton en taureau. Parce que Pluton, finalement, c'est le principe de transformation, de mort, pardon, de dissolution et de dépouillement ou de privation, on pourrait dire. Alors que la fonction taureau, c'est de garder, c'est de conserver. Et vous imaginez donc le conflit qui existe, hein, Pluton est un exil en taureau. On a donc la juxtaposition, on peut dire, de la sécurité à la transformation. Et donc, ici, l'expression du signe du taureau en tant que signe de Pluton, ben, c'est par exemple le fait de s'attacher trop longtemps, de vouloir conserver ce qui est ancien et ce qui se putréfie aussi, de refuser les pertes, d'accepter, d'être dans le déni de la mort, etc. Et d'avoir peur du chaos, d'avoir peur du désordre, d'avoir peur des chantiers, en fait. Mais paradoxalement, ça donne aussi une incapacité incroyable à survivre. Parce que ça protège les ressources comme un animal en hiver, en fait. Et je pense que collectivement, on a vu pas mal de cette tension d'un point de vue collectif. Parce qu'en fait, on vit dans une époque où bah, tout change extrêmement vite. L'argent, la technologie, les relations, le travail, la nourriture, le rapport au corps, la propriété aussi et la stabilité. Et beaucoup de personnes sentent instinctivement que quelque chose dans le monde matériel devient instable. Et là, du coup, on rentre peut-être dans Uranus en taureau, qui lui aussi est très fascinant pour moi. Parce qu'on vient de sortir de l'exil, plutôt de la chute d'Uranus dans le signe du taureau. Et ça représente Uranus, bah, les chocs, comme je vous ai souvent dit, les éclairs, l'éveil, hein, d'une autre manière, la rupture, la surprise, le futur et l'électricité et surtout le principe de disruption, de discontinuité justement. Là où je vous ai dit plus tôt que le taureau, c'est la continuité, Uranus, c'est l'inverse, c'est la discontinuité. Et donc cette planète, en sortant de ce signe, finalement, bah, elle nous a montré comment est-ce que le monde, plutôt les mondes de finance en particulier, pouvait être électrifié. On a eu plein de choses qui sont passées au niveau de la monnaie, de l'agriculture, de la nourriture, du travail, du rapport à la terre, de la valeur, de l'économie matérielle, mais aussi du corps et des ressources. Regardez tout ce qui s'est passé sur ces sujets-là, entre l'entrée d'Uranus en taureau et la fin. Vous allez voir. Tout ça a été bouleversé en fait. Et honnêtement, bah, l'humanité découvre finalement avec étonnement bah, les cryptos, ce qu'on appelle l'argent abstrait, les applications de livraison, etc., qui finalement bah, poussent pas tant que ça sur les arbres en fait. Et le réel finit toujours par revenir parce que c'est extrêmement taureau. Pour terminer, enfin mon point avant de vraiment terminer, j'aimerais aborder l'énorme confusion que je vois absolument partout en astrologie moderne entre le taureau et la maison 2. Vous aurez un épisode spécial sur la maison 2, mais j'amorce le sujet ici. Cette confusion fait perdre énormément de profondeur symbolique, en fait, à ce que c'est que l'astrologie, parce que beaucoup de débutants, il y en a parmi vous, vous ne concevez pas comme débutants, vous êtes clairement des débutants, et ce n'est pas un shade, on a tous été débutants. Les gens qui disent par exemple la première maison c'est le bélier, la deuxième maison c'est le taureau, la troisième maison c'est les gémeaux, et finalement à force bah, les gens finissent par croire que tout est interchangeable, et ça c'est un élément traditionnel, hein. Quand les gens vous disent ça, c'est le fameux moment où ils empruntent des règles traditionnelles et puis vous ramènent dans leur modernité archétypale, karmique et tout ça. Tous vos astrologues modernes font ça, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on pioche des trucs et après on revient là où on est. Bon. Et la plupart d'entre vous, en fait, bah, vous pensez que finalement un signe, une maison, une planète,
c'est quasiment interchangeable en fait. Mais ça raconte pas la même histoire, les gars. Parce que le signe décrit une qualité d'expression. Certains diraient énergie, mais j'ai du mal à utiliser le mot énergie aujourd'hui parce que ça fait grave astro mystique flou en mode voyage astro maison 12. Je vais trouver un autre mot bientôt. La maison astrologique, ça décrit un domaine d'expérience. La planète décrit une fonction vivante. Et donc le taureau, ce n'est pas la maison 2. Et cette nuance est fondamentale, sinon vous ne faites pas de l'astrologie. Hein. Le taureau est une manière d'être. La maison 2, c'est un endroit du thème où certaines questions peuvent devenir concrètes. Pour vous le dire autrement, le signe du taureau parle de stabilité, de persévérance, d'incarnation, de sensualité, de continuité, de rapport au vivant, de la capacité à construire dans le temps, alors que la maison 2, elle, parle plutôt des ressources, de l'argent, de la sécurité, de la possession et de la valeur. Et aussi du rapport au corps et à la survie matérielle. Alors, oui, ça peut sembler proche, mais ce n'est pas pareil. Si je devais le formuler comme des questions, par exemple, je dirais que le taureau, c'est par exemple comment est-ce que j'habite le monde. Et là, vous regardez le thème où se trouve le signe du taureau. Est-ce que ça se trouve sur un angle du thème, ascendant, descendant, etc. Ou une planète en taureau. Alors que la maison 2, elle répond à la question de quoi ai-je besoin pour survivre et me stabiliser. Et là, j'espère que vous voyez la différence. Par exemple, quelqu'un peut avoir le soleil en taureau sans aucune planète en maison 2. Dans ce cas-là, la personne pourra avoir une manière d'être très taureau, c'est-à-dire d'être stable, persévérante, sensuelle et continuelle, etc., avoir un apport étroit au vivant, sans être, sans être obsédée par l'argent, en fait. La personne sera calme, résistante, attachée aux choses qu'elle peut toucher, sans que sa vie tourne autour d'acquérir des biens. D'ailleurs, vous connaissez plein de taureaux pauvres, non? Et ils sont pas tous pauvres parce que les Illuminati ont pris tout l'argent. Mais peut-être pas, il y en a beaucoup, ça les intéresse pas d'accumuler de l'argent. Et inversement, quelqu'un peut avoir Saturne, Mars, Pluton dans la deuxième maison, sans aucune position planétaire en taureau dans son thème. Et pourtant, pour cette personne, les questions de la sécurité matérielle, le manque, la survie, les ressources ou le rapport à l'argent sont centrales. Mais pas forcément en incarnant l'expression symbolique du taureau. Parce que ce n'est pas la même chose. Par exemple, quelqu'un qui a Mars en deuxième maison peut rendre une personne combative avec ses possessions, son argent. Une personne qui a Saturne en maison 2 peut créer une peur du manque, peur de ne pas recevoir son argent, ou alors avoir l'impression d'avoir un plafond de verre sur ses revenus. Quelqu'un qui a Pluton dans la deuxième maison peut être totalement obsessionnel et être en contrôle sur ses ressources. Par exemple, vouloir acheter une banque, acheter une banque ou contrôler une banque, espionner son banquier ou les personnes à qui elle confie ses portefeuilles, vérifier la traçabilité de son salaire, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc la maison montre où ça se passe. Le signe montre comment ça fonctionne. Et ça, c'est une distinction basique. On pourrait presque dire en fait que le signe, c'est le climat et que la maison, c'est la pièce de la maison. Le taureau a une qualité d'énergie fixe de terre. Il ralentit, il stabilise, il densifie, il construit. C'est le moment du zodiaque où l'énergie devient matière. Le bélier, par exemple, va lancer le mouvement, mais le taureau va construire quelque chose sur ce mouvement. Et c'est pour ça que le taureau est lié au corps, à la nourriture, à la terre, aux récoltes, au toucher, au plaisir sensoriel, le simple fait de mettre ses pieds dans de la terre pendant que tu es en train de jardiner. Il y a beaucoup de gens qui adorent jardiner les pieds nus. Moi, j'adorais ça quand j'étais enfant. Une de mes activités préférées à l'école, c'était l'agriculture. Bon, je ne sais pas si on fait ça en France quelque part, mais au Cameroun, en tout cas,
On avait nos ou. Je pense que c'était les samedis ou je sais plus quand c'était, le mercredi, je sais plus. Parce que vendredi, c'était sport. Et on allait déchiffrer et tout. Tout ça parce que il n'y avait pas d'agent d'entretien dans notre, dans notre école. Et donc, c'est nous qui devions faire les agents de ménage. C'est bâtard. Déjà, on paye l'école. Et en plus, ils nous font travailler sous le soleil. Mais moi, j'adorais ça. Oh, j'adorais ça. Les mecs avaient les machettes et les femmes, elles avaient les houes. Et combien de fois mes amis et moi, même si on voyait les chenilles, les mille pattes, les fourmis et tout, on enlevait nos chaussures déjà parce qu'il faisait putain chaud. Mais aussi, justement, ça nous rafraîchissait d'avoir les pieds dans la terre comme ça. Ouais, moi, je suis très sensorielle, hein. Et voilà. Et donc, pour revenir à mon sujet, c'est pour ça que le taureau est associé au rythme naturel, à la capacité de préserver la vie. Et c'est beaucoup plus profond finalement que le taureau aime le luxe et bien manger. Bah, le taureau, on pourrait dire aussi, aime aussi cultiver ce qu'il aime manger. Il regarde de près. Et s'il regarde pas de près, il paye des gens pour qu'ils regardent de près. Parce que le taureau, c'est la continuité du vivant. Le taureau, c'est un principe qui mène à vouloir des choses qui tiennent dans le temps. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on sous-estime énormément ce signe aujourd'hui, parce qu'on vit dans une époque où finalement tout est instantané, la vitesse de réponse au SMS, t'as l'impression que le mec il est plus intéressé par toi parce que ça fait 15 minutes qu'il t'a pas répondu, ou les applications de rencontres où les gens swipe. En fait, tu penses que t'as une conversation deep avec un mec alors que il fait des copier-coller de ce qu'il t'envoie à 15 meufs en même temps. Ou les femmes aussi font ça, hein, d'une autre manière. Tout va vite en fait. Tu commandes, tu reçois en 2 jours un truc qui vient de l'autre bout de la terre et tout. On est dans une stimulation permanente. On est dans la culture de l'instantanéité. Si t'es pas là tout de suite, bah dégage, je te consomme, sinon va-t'en. L'amour est devenu très vénusien, alors que à la base c'est solaire. C'est le cœur qui palpite avant de, et en même temps parfois que la chair, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, mais parfois l'amour, enfin, il faut pas que je m'engage sur ce sujet. On est dans une ère où, en fait, on est constamment stimulé par la nouveauté, ou plutôt l'illusion de nouveauté, parce qu'il y a très peu de choses qui se créent réellement. Quand on creuse les sujets, que ce soit dans la mode, la musique, l'art et tout, il y a très peu de création. Mais on aime ça, on aime avoir cette illusion-là. On est dans une ère où finalement le changement immédiat, c'est ce qui nous happe, qui attire notre attention. Alors que le taureau fonctionne exactement à l'inverse. Le taureau construit lentement. Tout ce qui est lent, aujourd'hui, est souvent conçu comme faible. Quelqu'un qui n'a pas 15 000 abonnés au bout de 3 ans. Ah, mais lui, franchement, il a une petite communauté, hein, gagne rien, etc. Parce que toi, tu suis des gens qui ont 15 millions, qui ont 150 000 en 2 semaines. Et en réalité, beaucoup de choses essentielles dans la vie ont besoin de l'énergie du taureau. Construire une entreprise, mettre au monde un bébé, construire une maison, construire une relation stable, que ce soit avec un membre de la famille ou avec un homme ou une femme. Construire une sécurité financière, construire une compétence, construire une œuvre, construire une réputation, construire une amitié sincère. Parce qu'en fait, tout ça, ça demande malheureusement et inlassablement de la répétition, de la patience, de l'endurance, de la continuité ou pour dire la constance et de l'enracinement. Et je crois que c'est précisément pour ça que le taureau est lié plutôt à la notion de valeur. Parce que son symbolisme impose constamment finalement cette question, qu'est-ce qui mérite d'être conservé? Et oui, je sais, c'est une grande question philosophique. Bah, il y a beaucoup de taureaux qui sont philosophes, hein. Pas des taureaux solaires, encore une fois, je le précise. Je parle de vénusiens, souvent, des ascendants taureaux, etc. Des gens qui ont le taureau dans l'ossature de leur thème. Parce qu'en fait, toutes les civilisations reposent sur ça. Une civilisation repose finalement sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on nourrit,
qu'est-ce qu'on considère assez précieux pour durer dans le temps. Et là, on dépasse complètement le cliché du signe qui est émergent. Ah, il aime la moula. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important à comprendre avec les analogies astrologiques, pour revenir sur ce que je disais, et c'est mon point final. Je remarque en prenant plutôt en prêtant de plus en plus attention à vos commentaires, parce que je les ai toujours lus, mais je les ai jamais utilisés comme matière de réflexion, mais je pense que c'est mieux, parce que le fait de vous entendre parler, vous comprenez que je n'exagère pas. Parce que parfois, je n'ai même pas besoin parfois d'inventer les choses tellement vous êtes limpide, en fait, dans votre manière de penser. Parfois, tu fais une vidéo, les gens trouvent que vont peut-être penser que tu exagères, sauf que t'as pas dû chercher très loin pour trouver l'objet de ta vidéo. Bref, et parfois les gens réagissent exactement comme ce que tu dénonces dans ta vidéo. C'est exceptionnel, vous vous rendez même pas compte. Mais bon, je remarque en ce qui concerne les analogies que beaucoup de gens utilisent les analogies sans comprendre leur fonction. Parce que dans la tradition astrologique, qui encore une fois est la base de toutes les astrologies que vous avez, toutes les astrologies occidentales sont basées sur l'astrologie traditionnelle. Il n'y en a pas 15 des astrologies traditionnelles. Il y a des manières d'interpréter qui varient un peu selon le niveau d'érudition et le côté très pompeux de certaines personnes qui ont des académies, je sais pas quoi. Mais bon, les fonctions astrologiques et planétaires et tout, finalement, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est juste parfois le vocabulaire qui varie un peu et les techniques, plutôt les méthodes de lecture et tout, mais je vous assure que dans le fond, ils disent tous la même chose, hein. Parce qu'il n'y a pas 15 une tradition, il n'y en a pas 15 en astrologie occidentale. Je sais pas pour les autres, mais je peux vous dire parce que je les connais toutes. Je connais tous les enseignants modernes, francophones et anglophones. Voilà. Je devais d'ailleurs vous en parler un peu plus de mon parcours dans l'astrologie traditionnelle, parce que rien que ça, c'est passionnant. Mais les analogies, finalement, dans l'ensemble de ce qui circule, j'ai compris qu'elles servent à ouvrir l'intelligence symbolique. C'est pas fait pour remplacer le raisonnement astrologique, et c'est comme ça que beaucoup de gens l'utilisent, malheureusement. Parce que le zodiaque naturel des 12 signes sont une porte d'entrée pédagogique. Parce qu'ils permettent de comprendre certaines résonances rapidement. Donc, par exemple, maison 2 égale Taureau égale Vénus. Maison 9 égale Sagittaire égale Jupiter. Maison 8 égale Scorpion égale Pluton. Et ces correspondances existent encore réellement. Sinon, en fait, personne ne les aurait utilisées pendant des siècles et encore aujourd'hui pour transmettre. Mais le problème commence quand finalement on transforme ces analogies en équations automatiques. Parce qu'à ce moment-là, finalement, les signes, les maisons et les planètes perdent leur fonction propre. Alors qu'en réalité, chacune représente une couche différente du symbole. Le signe décrit une qualité d'énergie, la maison décrit un champ d'expérience, la planète décrit une fonction vivante. Et les trois dialoguent ensemble. Et c'est justement ce dialogue-là qui produit la profondeur d'un thème et la lecture et la déduction. Par exemple, si quelqu'un a une deuxième maison en Sagittaire, oui, effectivement, on va penser naturellement à Jupiter comme significateur des finances personnelles de cette personne en particulier, en plus du fait que Jupiter signifie la richesse matérielle. On va penser à tout ce qui est associé à Jupiter, l'expansion, la croissance, les voyages, donc on va dire une richesse outre frontières, vous faites peut-être à l'étranger, de l'argent qui vient particulièrement de l'étranger. On va penser à un rapport jupitérien aux possessions, on rentre dans la dimension d'astrologie, ou plutôt de la psychologie traditionnelle, ou voilà, un rapport très jupitérien aux possessions, et une certaine philosophie sur l'argent. Mais ça ne transforme pas la deuxième maison en Sagittaire lui-même. C'est pas parce que tu as la deuxième maison en Sagittaire que le Sagittaire est égal à la deuxième maison. Mais ça va créer une coloration symbolique. Parce qu'on va pas partir des principes du Taureau pour comprendre ta deuxième maison en Sagittaire. On va partir des principes, ou plutôt des domaines que régissent la deuxième maison. Et ça, c'est une nuance qu'il faut garder en tête.
Parce que l'analogie sert à favoriser la déduction intuitive. Ça ne sert pas à simplifier les thèmes en slogan. Hein. Parce qu'un thème astrologie, c'est pas un tableau Excel. C'est un organisme vivant. Et les analogies permettent justement de faire circuler le sens entre les différentes couches du thème. Autrefois, quand les astrologues utilisaient les analogies, ils connaissaient en parallèle profondément les mythes, les symboles, les éléments, les tempéraments, les dignités, les correspondances et les sectes. Oui, il y a des sectes en astrologie. Eh oui, il y a des sectes en astrologie. Et donc, ils pouvaient utiliser les analogies sans se perdre. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas un dixième de tout ce que je viens de vous citer. Il y en a, vous aurez besoin de taper secte astrologique sur Google. Et donc, vous utilisez les analogies sans connaître le symbolisme. Et du coup, tout fusionne dans vos têtes, en fait. Maison 8 égale Scorpion, donc ça veut dire le Pluton, donc ça veut dire trauma, donc ça veut dire manipulateur, donc ça veut dire âme sombre née pendant une pleine lune sur anxiété chronique et qui prend du Xanax depuis 45 ans. Et là, on quitte l'astrologie pour entrer dans une fanfiction psychologique, en fait, sous Nescafé. Et encore récemment, j'ai eu un commentaire de ce genre sous ma vidéo « La lune en scorpion chez un homme » que j'avais fait en 2021. Hein. 2021 ou 2022, je me souviens plus. Et vous allez dire peut-être que j'exagère, je vous lis mot pour mot. Lune en maison 8 ou lune en scorpion, c'est pareil, on est d'accord? C'est ce que la personne a écrit. Hein. Et cette personne n'est pas la seule sur Internet à penser ça. De même sur Internet, lors d'un tirage récent d'une question de notre cher Calebasse, de notre émission favorite Astro Libre, j'ai tiré cette question qui, sincèrement, fera l'objet entier d'un module dans la masterclass que je vais faire bientôt, de l'intuition à la déduction. Je vous lis la question. Hein. La question dit, dans un thème, quelle nuance d'interprétation y a-t-il entre une planète en exil dans un signe, mais à domicile dans sa maison? Une planète à domicile dans son signe, mais en exil dans sa maison. Genre, un soleil en Verseau, mais en maison 5, et un soleil en Lion, mais en maison 11, ou encore une Vénus en Scorpion, mais en maison 2, ou une Vénus en Balance, mais en maison 1. J'ai tendance à penser qu'une planète en exil dans le signe opposé peut davantage se faire ressentir au niveau de l'être, plus dans une maison en exil, mais là où elle s'exprimerait, est-ce que c'est le cas? Même si, bien sûr, il faut tenir compte de tous les autres paramètres du thème, mais bon. Moi, je ne sais pas, alors peut-être que c'est parce que je fais ça toute la journée, hein, que vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez le niveau de confusion auquel il faut être pour écrire un commentaire pareil. Parce que là, pour lui répondre, il va falloir redéfinir finalement qu'est-ce que chaque élément qu'elle a cité signifie pour que l'absurdité de son commentaire jaillisse d'elle-même. Et je dis absurdité, c'est un mot très fort. Parce que moi, je comprends ce que signifie chacune des fonctions séparées. Et toute personne qui comprend ça, a mal quand elle lit ce commentaire. Et ce commentaire-là, pour lui répondre, c'est du niveau masterclass parce que j'en ai fait un module entier, hein, je vais le faire, je pense que ça va prendre au moins 25 minutes. Parce qu'il va falloir déconstruire et reconstruire pour avoir tous les clés en main pour qu'elle ne puisse plus jamais faire ce genre d'amalgame. En tout cas, je vais lui donner les clés. Peut-être qu'elle va les faire, mais... L'analogie, elle est censée ouvrir l'intelligence. Elle n'est pas là pour remplacer la pensée. Je pense que c'est probablement une chose qu'on a perdue aujourd'hui. Finalement, la capacité de distinguer les niveaux symboliques tout en les laissant dialoguer entre eux. Parce que c'est ça, réellement, l'étude d'un thème astrologique. C'est pas de faire une collection de placements et d'essayer de faire un truc cohérent après et de tirer un sens. C'est pas ça.
Le vrai travail, c'est ça là. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Qu'est-ce que c'est qu'une planète dans tel signe? À quel élément, à quel tempérament appartiennent tels signes, etc. Quelle qualité élémentaire? C'est tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est la base des interprétations qu'on vous fait, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens répètent et copient comme des perroquets ce qu'ils ont entendu par-ci et là dans des livres ou chez des gens qui considèrent comme experts. Mais même dans les descriptions de planètes en signe, c'est exactement le même principe qu'on a appliqué, hein. C'est juste que on est tellement éloigné de la tradition aujourd'hui, on est tellement à fond dans l'explication des comportements que les gens, bah finalement, oui, ils peuvent se permettre de contester. C'est normal, si tu leur dis que ça, c'est ton comportement et que la personne, elle ne se reconnaît pas, ben, elle va t'envoyer chier. Sauf que si tu expliques à cette personne que je suis arrivé à cette conclusion, que ça peut mener à ce comportement-là parce que X, Y, Z, bah déjà, il va falloir qu'elle comprenne tout ce que tu dises avant de pouvoir s'exprimer. Et c'est ça l'astrologie. Dans un cas, on fait de l'astrologie et dans un autre, bah, on raconte une histoire, plus ou moins séduisante selon l'audience qu'on vise. Et donc, pour revenir à mon sujet, le taureau dans la tradition, c'est un royaume construit autour d'une mission: préserver la vie dans la matière. Les planètes qui entrent dans ce signe sont obligées de répondre à cette question. Est-ce que ce que tu proposes là peut durer dans la réalité? Parce qu'on vit dans une époque où énormément de choses sont rapides, virtuelles et instantanées, comme cet épisode. Où énormément de choses sont dématérialisées et jetables, comme cet épisode. Parce qu'il y en a plein sur Internet. Mais le réel, lui, finalement, continue d'exister. Votre corps existe toujours. La faim va toujours exister. La fatigue aussi. La terre aussi. Le temps aussi. Et les limites aussi. Et le taureau nous ramène constamment à ça, à la matière, à la durée, à l'incarnation, à qu'est-ce qu'on fait de la matière qui nous a été donnée. Le taureau nous ramène à ce qui tient réellement debout. Parce que le bélier allume l'étincelle et le taureau construit autour de cette étincelle. Et c'est quand cette énergie, finalement, est mise en place qu'on a une civilisation qui peut durer. Parce que toutes les civilisations qui ont disparu aussi vite qu'elles ont existé n'avaient pas cette dimension de stabilité. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire, vous pouvez voir un peu auquel je fais référence. Et ça, c'est le genre de choses que je vous apprends profondément dans les espaces de formation et d'accompagnement, notamment le Pacte Céleste Ultime qui revient. Parce que là-bas, je vous apprends les bases fondamentales des signes, des maisons et des planètes et du symbolisme, et surtout la manière dont toutes ces couches dialoguent ensemble. Parce que pour moi, l'astrologie, ce n'est pas le fait d'apprendre des mots-clés par cœur. Parce que ça, même ChatGPT peut le faire pour vous. Pour moi, transmettre l'astrologie, c'est développer une vraie intelligence astrologique. Et pour le Pacte Céleste Ultime, la liste d'attente est déjà ouverte. Vous avez le lien en description. Et si certains sujets vous rendent encore plus conflits, il y a aussi les masterclass qui, elles, parfois sont centrées sur un sujet précis. Il y a notamment la masterclass de l'intuition à la déduction qui sert justement à adresser les confusions les plus néfastes dans la progression en astrologie. Et ces espaces sont justement là pour clarifier, structurer et élever votre niveau astrologique. Et en guise de conclusion, je dirais que finalement, l'astrologie pour moi devient passionnante, sincèrement, précisément au moment où on arrête de se demander quel signe est le plus sexy, le plus gentil, ou quel est le meilleur placement pour devenir riche. Et qu'on commence enfin à se demander, bah finalement, qu'est-ce que ces symboles essayent de nous apprendre sur le monde qui nous entoure. Merci de m'avoir écouté. C'était Gis sur Astro by Gis. Et je vous dis, à très vite.